Je m'appelle Nadia Laurent. J'ai 39 ans. Le soir où ma belle-mère s'est invitée chez moi avec 2 valises, un sourire trop large et cette phrase « Tu comprends, c'est normal que ce soit toi qui m'héberges, tu n'es pas vraiment seule », j'ai compris que, pour sa famille, mon appartement, mon compte en banque et mon temps étaient devenus une extension de leur confort. Et que si je ne faisais rien, je finirais par disparaître derrière leurs besoins. Lorsque j'ai rencontré Thomas, j'avais l'impression de sortir enfin d'un tunnel. Je venais de passer 10 ans dans une relation avec un homme charmant, mais incapable de se projeter. Avec Thomas, c'était différent, il parlait de projets, de stabilité, de maison, d'un avenir à 2. Il travaillait comme ingénieur, aimait les choses bien rangées, notait ses rendez-vous dans un agenda papier. Moi, je dirigeais une petite agence de traduction qui commençait à bien tourner. Nos vies semblaient s'assembler comme 2 pièces de puzzle. Le seul bémol, que je ne voyais pas encore vraiment, tenait en un mot, famille. Thomas venait d'un petit village à 1 heure de route de la ville. Ses parents, Jean et Mireille, y vivaient encore, dans une maison aux volets bleus, avec un jardin impeccablement entretenu. Son frère cadet, Lucas, faisait des allers-retours entre des petits jobs et de grands rêves. La première fois que je les ai rencontrés, tout avait l'air agréable. Mireille avait préparé un repas copieux, Jean m'avait posé des questions sur mon travail, Lucas plaisantait beaucoup. Ici, a dit Mireille en versant du vin, on est très soudés. On se serre les coudes. Quand il y en a un qui a besoin, les autres se débrouillent. C'est comme ça qu'on a élevé nos garçons. Je trouvais ça beau. Je n'avais pas encore compris que se débrouiller signifiait surtout trouver quelqu'un qui acceptera de porter plus que sa part. Le premier signal, discret, est arrivé quelques mois après notre installation ensemble. Un soir, Thomas a posé son téléphone sur la table avec un air préoccupé. C'était maman, a-t-il dit. Le chauffe-eau a rendu l'âme. Ils n'ont pas de quoi payer la réparation. Ils sont un peu pris à la gorge avec la voiture qui est tombée en panne le mois dernier. Je les regardais. Tu penses à quoi ? Et je demandais. On pourrait leur avancer la somme, non ? Tu sais que c'est compliqué pour eux. On a un peu d'épargne. On récupérera plus tard. Je connaissais la situation. Jean avait une petite retraite, Mireille faisait encore des ménages. Il n'était pas dans le luxe. On a payé le chauffe-eau. Rien de dramatique. J'étais contente de pouvoir aider. Mireille m'avait serré la main en disant « On n'oubliera pas. Tu es quelqu'un de bien. » Je l'ai cru. Puis il y a eu les autres petites choses. La réparation du toit, une urgence, après une tempête. Les médicaments de Jean, pas tous remboursés. La caution pour un logement que Lucas ne garderait finalement que 4 mois. Chaque fois, l'histoire était un peu différente, mais la mécanique restait la même. Un coup de fil, beaucoup de soupirs, des phrases comme « On sait bien que tu n'es pas obligé », mais dites d'un ton qui laissait entendre que refuser serait presque incompréhensible. Je disais oui. En grande partie parce que Thomas se plaçait au milieu, pris entre la loyauté à sa famille et notre vie à 2. Je sais que ce n'est pas simple, disait-il. Mais ils nous ont aidés quand on était petits. C'est normal qu'on prenne le relais. Je ne contestais pas le principe. Je contestais seulement, parfois, l'intensité, la fréquence. Au fil du temps, pour ne pas me perdre dans ces flux d'argent qui sortaient de notre foyer, j'ai commencé à tout noter. Une simple habitude professionnelle qui se transposait dans ma vie privée, date, motif, somme, acquis. Les colonnes se rallongeaient. Je ne disais rien. Pas encore. La situation a basculé le jour où Mireille a perdu sa sœur. Un matin, Thomas a reçu un appel. La tante de Thomas, avec qui Mireille était très proche, venait de partir après une maladie courte. Les semaines suivantes ont été difficiles pour elle. Elle dormait peu, mangeait moins, répétait sans cesse « Je suis la dernière, maintenant. Je n'ai plus personne. » Un soir, Thomas est rentré avec un air embêté. « Maman ne supporte plus la maison, m'a-t-il dit. La chambre de sa sœur, le jardin qu'elles entretenaient ensemble. Ça lui fait trop de peine. » Oui, je comprends, et je répondu. C'est normal qu'elle soit bouleversée. Elle se sent seule. Elle m'a parlé d'une idée.
Il a hésité. Elle se demandait si elle pouvait venir vivre chez nous quelque temps. Juste le temps de se remettre. Je suis restée silencieuse. Notre appartement avait 3 pièces, une chambre pour nous, une petite pièce qui me servait de bureau, et le salon. Nous n'avions pas de chambre d'amis. Où dormirait-elle? Et je demandai. On pourrait transformer ton bureau en chambre, a proposé Thomas. Tu pourrais travailler dans le salon, non? De toute façon, tu dis souvent que tu veux voir plus de monde, ça te fera sortir. Je sentais déjà le déséquilibre arriver. Mais Mireille était en plein chagrin. Thomas avait dans le regard ce mélange de culpabilité et de devoir qui ne me laissait pas indifférente. D'accord, et je dis. Mais pour quelques mois seulement. Et on en reparle. Il a promis que oui. Mireille est arrivée un samedi matin, avec plus de bagages que je ne l'aurais imaginé. Je n'ai pris que l'essentiel, a-t-elle assuré. On verra pour le reste plus tard. En réalité, il y avait de tout, vêtements pour plusieurs saisons, souvenirs, bibelots, boîtes de vaisselle, trop précieuses pour rester seule dans la maison. Mon bureau a peu à peu disparu sous ses affaires. Mon espace de travail s'est déplacé vers le salon, puis la table de la cuisine. Les premières semaines, j'ai tenté de m'adapter. Mireille se levait tôt, préparait du café, mettait la radio. Elle me proposait des tartines, commentait l'actualité. C'est agréable d'avoir de la compagnie, disait-elle. Pour elle, peut-être. Pour moi, qui avais besoin de moments de silence pour traduire des textes complexes, c'était plus difficile. Très vite, elle a commencé à prendre ses repères comme si elle avait toujours vécu là. J'ai rangé tes papiers, m'a-t-elle annoncé un jour. C'était le bazar dans ton bureau, tu ne pouvais pas t'y retrouver. Mon bureau était devenu sa chambre. Les papiers qu'elle avait rangés étaient les contrats de mes clientes. Je lui ai expliqué, doucement, que je devais garder certaines choses à un endroit précis. Elle a levé les yeux au ciel. Tu compliques tout, ma fille. À ton âge, il faut apprendre à lâcher prise. Je sentais une irritation monter, mais je me disais qu'elle traversait une période fragile. Alors je prenais sur moi. Les mois ont passé. Les quelque temps se sont transformés en presque un an. À chaque tentative de discussion, Thomas répondait « On ne peut pas la mettre à la porte. » Pas maintenant. Elle n'a plus que nous. Un soir, après une journée particulièrement dense où Mireille avait commenté tout ce que je faisais, la façon dont je cuisinais, dont je m'habillais, dont je gérais mon temps, j'ai craqué. J'ai l'impression d'être une invitée dans ma propre maison et je dis à Thomas « Je n'ai plus d'espace. Je travaille dans le bruit, je ne peux prendre aucune décision sans que ta mère donne son avis. Ce n'est pas viable. » Il a soupiré. « Tu exagères. Elle ne fait que t'aider. C'est sa manière d'exister. Ces mots m'ont glacé, c'est sa manière d'exister. Et la mienne, de manière d'exister, où est-elle? » Le point de rupture a été plus concret. Un matin, j'ai reçu un appel de la banque. Un conseiller voulait confirmer un prélèvement inhabituel sur mon compte professionnel. Un achat important a été effectué hier avec votre carte, m'a-t-il dit. Nous voulons nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une opération non autorisée. Je suis restée figée. Je savais exactement où se trouvait ma carte, dans le tiroir du salon, là où je la laisse parfois quand je travaille à la maison. Seules 3 personnes avaient accès à cet appartement, moi, Thomas, Mireille. De quel montant parle-t-on? Et je demandai calmement. Il m'a donné une somme. Élevée. Très élevée pour des dépenses personnelles. Le marchand? Une enseigne d'électroménager. J'ai raccroché avec l'accord de bloquer immédiatement la carte, le temps de clarifier. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Mireille dans la cuisine, radieuse. « Tu as vu le nouveau réfrigérateur ?» a-t-elle demandé. Le nôtre était trop petit. Et puis, celui-là consomme moins, c'est un investissement. Tu ne m'en veux pas, j'espère, j'ai pris ta carte pour gagner du temps. C'est pour la maison, de toute façon. Je l'ai regardé, incapable de parler pendant quelques secondes. Mireille, et je répondis enfin, cette carte est celle de mon entreprise. On ne l'utilise pas pour des achats privés,
et surtout pas sans me demander. Elle a haussé les épaules. Tu dramatises. Tu gagneras de quoi le payer en un mois. Et si ça t'arrange, on dira que c'est un frais de travail. Tu travailles bien dans cette cuisine, non? Thomas est rentré peu après. Quand je lui ai expliqué, il a réagi mollement. C'est vrai qu'elle aurait dû te demander, a-t-il reconnu. Mais bon, c'est fait. On ne va pas l'humilier pour ça. Je ne voulais humilier personne. Je voulais simplement qu'on respecte la limite la plus élémentaire, ne pas disposer de mes moyens sans mon accord. Ce soir-là, après qu'ils se sont couchés, j'ai ressorti mon carnet de notes. J'y ai ajouté une nouvelle ligne, achat frigo carte entreprise Mireille sans autorisation montant. Je regardais toutes les lignes précédentes, tous ces gestes pour la famille. Soudain, ce n'était plus des preuves de générosité. C'étaient les traces d'un mécanisme qui avait pris trop de place. J'ai repensé à ce que je répétais souvent à mes clientes, dire oui à tout ce que les autres demandent, ce n'est pas de l'amour. C'est parfois une manière de ne pas affronter le conflit. Je venais de réaliser que j'étais tombée dans le même piège. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Pendant que Thomas était au travail et Mireille chez une amie, je me suis rendue dans mon agence principale. J'ai expliqué la situation à mon conseiller, l'utilisation non autorisée de ma carte, les nombreuses aides financières accordées sans contrepartie, la présence prolongée de ma belle-mère chez nous. Il m'a écoutée avec attention. Je vous conseille d'isoler complètement vos comptes professionnels et personnels, a-t-il dit. Cartes séparées, plafond, alerte en temps réel. Et vous êtes dans votre droit si vous refusez que d'autres personnes utilisent vos moyens. Ensuite, j'ai pris un rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille et en protection du patrimoine. Maître Ruiz m'a reçu dans un petit bureau lumineux, rempli de dossiers. Vous avez passé des années à protéger les finances des autres, m'a-t-elle dit après m'avoir écouté. Il est temps de protéger les vôtres. Elle a souri légèrement. Et vous, dans tout ça? Comment vous sentez-vous à l'idée de fixer des frontières claires? Terrifiée, et je répondis honnêtement. Et soulagée. Nous avons discuté de ce que je pouvais mettre en place, légalement et concrètement, contrats écrits pour tout près de sommes importantes, interdiction formelle d'utiliser mes moyens professionnels pour des dépenses personnelles, rappel à Thomas de ses propres responsabilités. Vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit, a ajouté Maître Ruiz. Vous avez seulement besoin de changer les règles du jeu. Ceux que ça dérange vous feront peut-être passer pour la méchante, mais ce n'est qu'une histoire qu'ils se racontent. Vous connaissez vos raisons. Je suis sortie de là avec un sentiment de solidité nouvelle. Le soir, j'ai attendu que Thomas rentre. Mireille était installée devant la télévision. On doit parler, et je dis en voyant Thomas accrocher son manteau. Nous nous sommes assis autour de la table. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite, mais ma voix est restée stable. À partir de maintenant, et je commençais, mes cartes et mes comptes ne seront plus utilisés pour les dépenses de ta famille. Ni pour le réfrigérateur, ni pour les travaux, ni pour les petites aides régulières. Si nous voulons aider quelqu'un, nous en parlerons avant et nous déciderons ensemble d'un montant raisonnable. Thomas a froncé les sourcils. C'est à cause du frigo? Tu te braques pour ça? Ce n'est pas à cause du frigo, et je précisais. C'est à cause de tout ce que ça représente. Je me suis tournée vers Mireille. Je vous apprécie, Mireille, et je comprends que cette période ait été difficile pour vous. Mais vous ne pouvez pas décider seule de ce qui se passe dans ma maison et sur mes comptes. J'ai besoin de retrouver un espace à moi. Elle a eu un rire un peu sec. Et donc, tu vas me mettre dehors, c'est ça? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Je ne vous mets pas dehors, et je répondis. Mais je crois qu'il est temps de réfléchir à une solution plus équilibrée. Nous pouvons vous aider à trouver un logement adapté ou à mettre en place des services qui vous accompagneront. Mais vivre à trois ici, comme ça, n'est plus possible. Silence. Thomas a regardé sa mère, puis moi. Tu nous demandes de choisir, a-t-il murmuré. Non, et je dis calmement. Je vous demande de respecter mes limites. Si vous décidez que ces limites sont inacceptables, alors vous choisirez ce qui est le plus important pour vous. Moi, j'ai choisi de ne plus m'oublier.
La soirée a été tendue. Mireille s'est enfermée dans sa chambre. Thomas a sorti la poubelle sans un mot. Les jours suivants ont été remplis de discussions, parfois calmes, parfois plus vives. On m'a reproché d'être froide, calculatrice, pas assez familiale. On m'a rappelé toutes les fois où la famille s'était serré les coudes. À chaque fois, j'allais relire mon carnet de notes. Non pas pour me victimiser, mais pour me rappeler que je n'inventais pas le déséquilibre. Peu à peu, quelque chose s'est éclairci, soit Thomas acceptait de reconnaître ce déséquilibre et de le corriger avec moi, soit nous irions vers 2 chemins différents. Quelques semaines plus tard, une solution s'est dessinée. Avec l'aide d'une assistante sociale et de Maître Ruiz, nous avons trouvé pour Mireille un appartement dans une résidence-service à quelques rues de chez nous. Un lieu où elle aurait de la compagnie, de l'aide pour les tâches quotidiennes et son propre espace. Thomas a difficilement accepté l'idée. Mais quand il a vu que je ne reculais pas, il a fini par reconnaître que la situation actuelle n'était pas tenable. « Je ne veux pas te perdre », m'a-t-il avoué un soir. Mais j'ai peur qu'elle se sente abandonnée. L'abandonner serait ne plus s'occuper d'elle du tout, et je répondu. Ce n'est pas ce que je propose. Je propose qu'on l'aide sans que ma vie disparaisse dans le processus. Il a hoché la tête, lentement. Le jour du déménagement de Mireille, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Tristesse, parce que personne ne rêve de voir une femme de son âge faire ses cartons. Soulagement, parce que je savais que ce choix nous permettrait, à toutes les deux, de respirer. Lorsque le dernier carton a été chargé dans la camionnette, Mireille s'est tournée vers moi. « Tu as beaucoup de caractère, finalement », a-t-elle dit. Je ne l'avais pas vu venir. Je l'avais un peu caché, et je reconnus. Elle a esquissé un sourire. Peut-être que c'est mieux ainsi. Pour toi. Et pour mon fils. Je ne sais pas si elle le pensait vraiment. Mais ces mots m'ont fait du bien. Ce soir-là, j'étais seule pour la première fois depuis longtemps dans mon appartement redevenu silencieux. Je suis allée dans la pièce qui, pendant 1 an, avait été la chambre de Mireille. Il ne restait plus qu'un lit plié, un bureau contre le mur, une chaise. Mon bureau. Je me suis assise devant la fenêtre. Le soleil déclinant dessinait des ombres sur le parquet. Je pensais à toutes celles que je conseillais au quotidien, des femmes qui, souvent, avaient du mal à dire non, qui se laissaient convaincre qu'aider les autres devait toujours passer avant elles. Je venais de comprendre, dans ma propre chair, ce que je leur disais depuis des années, on ne peut pas construire une vie équilibrée si on laisse les autres décider de notre place. Je n'avais pas coupé les ponts. Je n'avais pas cherché à faire souffrir qui que ce soit. J'avais simplement changé le centre de gravité. Ce n'était plus la famille avant tout, quel qu'en soit le prix. C'était la famille, oui, mais pas au détriment de ma dignité, de mon travail, de ma santé. Je me suis levée, j'ai marqué du doigt le contour imaginaire d'un futur bureau sur le mur. Cette pièce redeviendrait bientôt un espace de création. Et, plus largement, ma vie redevenait, pas à pas, un espace où je pouvais choisir. Je ne savais pas encore ce que deviendrait mon couple avec Thomas. Mais je savais une chose, quelle que soit la suite, je ne reviendrai pas en arrière. Une fois qu'on a goûté au calme d'une frontière respectée, il est très difficile d'accepter de s'en passer à nouveau.